Je vais ajuster la luminosité pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. On commence avec une attitude d'être honnête avec soi-même. C'est toujours une bonne pratique d'être honnête avec soi-même. Plus tard dans cette série de cours, on va étudier un concept qu'on appelle les trois poisons de l'existence. Jusqu'à ce qu'on le fasse, on va les référer d'une façon simple. L'ignorance est une force forte. En gros, ça nous fait qu'on n'a pas envie de faire face à la réalité. C'est très simple. La première chose qu'on fait quand on fait face à un drame, c'est qu'on le refuse. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas réel. Je veux pas que ça soit réel. Donc soyons honnêtes avec soi-même. Commençons avec ce sentiment de vouloir être honnête avec soi-même. C'est très simple. Comme je l'expliquais plus tôt avec le Visantara, peu importe quand je réagis, peu importe quand j'ai du drame, quand je suis en colère, quand je suis déçu, il y a une force à l'intérieur qui remonte. On a besoin d'être honnête avec soi-même et réaliser qu'il y a une force à l'intérieur qui monte et elle applique de la pression sur notre mental. Donc, il faut qu'on commence à être honnête avec soi-même. Par être honnête avec soi-même. Les trois premiers masques qu'on étudie, ils s'appellent les dénis. C'est le cours d'aujourd'hui. Les trois dénis sont l'orgueil, la honte et la peur. Commençons par la peur, car c'est le plus simple. Quand je donne un cours, je ne peux pas vraiment expliquer des sentiments, vous expliquer des sentiments. Je peux simplement espérer que vous avez déjà vécu ces sentiments par le passé. J'imagine que vous avez ressenti de la peur à un certain moment dans votre vie. On aime imaginer que la peur, que c'est comme quand on est petit et qu'on a peur d'un monstre. Mais la peur va beaucoup plus loin, va plus loin que ça. Quand on était enfant, la peur d'un monstre, la peur d'un qui un collègue d'école qui nous fait chier, la peur d'un moustique qui va nous piquer. Le sentiment de peur était évident. Mais aujourd'hui, le sentiment de peur n'est pas à propos d'un collègue d'école.
à moins que vous êtes toujours à l'école. C'est difficile de savoir ce que c'est la peur avant qu'on prenne le temps de l'observer. Donc la peur, c'est un sentiment quand on se sent menacé, où on pourrait perdre quelque chose ou être blessé. Oui, il y a toujours cette peur, cette simple peur de violence, de la violence. Mais c'est aussi de la peur quand on pourrait perdre. Par exemple, la peur de perdre votre conjoint à travers un conflit ou à travers leur mort. La peur que vos proches soient malades. Peur de perdre votre emploi. Donc la peur, c'est pas toujours quelque chose qu'on ressent tout de suite, comme quand on était petit. Mais c'est toujours de la peur. Je peux seulement en parler et espérer que vous aviez ressenti. Quand j'enseigne, j'utilise des mots. Les mots sont vides. À moins que vous compreniez l'expérience que je suis en train de décrire. Donc, prenez le temps de réaliser la différence entre la peur évidente, comme quand on était petit, et les peurs subtiles que vous avez en regardant votre style de vie. Regardez la différence. La peur évidente d'une menace, et c'est clair. Ah, j'ai peur. Que ce soit quelqu'un qui vous menace, ou que ce soit le gouvernement, ou une loi, ou de la maladie. Il y a des peurs plus subtiles. Et on a besoin de prendre le temps pour reconnaître que ce sont des peurs. Quand c'est à propos d'un changement qu'on n'a pas envie, un changement de style de vie, ça peut être peut-être insignifiant, mais comme pas vouloir manger un fruit ou un aliment, de la viande, et vous réalisez, ah, peut-être qu'il n'y en a plus. Et ça va pas vous agresser, mais c'est de la peur. À son niveau le plus subtil. C'est quand même dans la catégorie de la peur. J'ai peur que ça s'en aille. Que ce soit des fruits ou des légumes ou de la viande ou du chocolat. Si vous considérez un accro, je voulais dire considérer que vous êtes un addict, mais sûrement que vous n'êtes pas. Donc, si je considère peut-être qu'il n'y a plus de café et que je ne pourrais pas avoir de café aujourd'hui, le sentiment sera plus fort que s'il n'y a plus de pommes. Vous comprenez? Donc, c'est subtil. C'est quand même là. Le plus vous êtes attaché aux choses, le plus ça va être. Plus il y aura de peur de le perdre. Donc, c'est encore plus riche pour vos attachements aux proches. La peur que cette personne ne sera plus jamais dans votre vie. C'est la peur de perdre quelque chose, de manquer. Donc ça, c'est la peur de perdre. Donc la peur, c'est pas seulement à propos de menaces ou des menaces de l'enfance ou de conflits, mais c'est à propos de n'importe quel changement où vous ne gagnez pas quelque chose ou quand vous perdez quelque chose.
ces réactions, ces sentiments, on, normalement, on prend soin d'eux quand ils sont grands, quand ils sont immenses. Quand ils sont subtils, quand ils sont pas dramatiques, on va simplement pas s'en occuper, pas les regarder, les ignorer. Mais simplement, cette peur de ne pas avoir ce que vous voulez, ça reste dans la catégorie de peur. C'est sûrement aussi dans un peu de faux espoir, mais ça on va étudier plus tard. Et si vous vous plaignez, ah, il n'y a plus de café, ah, ça va me manquer plus qu'une pomme. Ça, c'était jouer la victime. À cause d'un attachement. Et peur, c'est ce qui remonte. Donc, quand vous apprenez l'intégration émotionnelle, vous allez vous focuser sur la chose la plus importante, bien sûr. C'est mieux de travailler sur les potentiels dramatiques à l'intérieur. Ces potentiels qui vous handicapent émotionnellement. Et ces émotions qui peuvent affecter votre style de vie. Les grosses peurs. Mais gardez à l'esprit la peur, les peurs ou la peur en général peut être une force subtile avec laquelle vous allez vous battre. Comme avoir peur d'une situation, que ça soit un gros événement ou un événement plus petit, ça reste de la peur. Donc, le but, c'est d'être honnête avec soi-même et d'admettre, ah voilà, ça c'est un sentiment de peur. Que ce soit un grand feeling ou un feeling plus subtil. Ah. Dieu merci, il y a du café ce matin. D'ailleurs, j'ai bien dormi longtemps, prêt pour ce cours. Donc prenons un moment pour identifier la peur à l'intérieur de nous. Prenez une situation spécifique avec la peur. Et si vous ne pouvez pas trouver une situation, prenez la peur en général. Mais si vous pouvez trouver une situation spécifique, c'est mieux. Personnellement, j'ai peur de rester isolé encore 3 mois de plus. Ça peut que ça arrive. C'est une peur que j'ai. Donc je suis honnête. Vous devez prendre une grande respiration quand vous commencez de l'intégration émotionnelle. Et pas une respiration d'en haut. Une respiration du haut de la poitrine, c'est quand la poitrine du haut est active. Donc, allez dans votre estomac et respirez profondément à l'intérieur. Et ressentez. Souvent, les enseignants vont dire « Respirez dans vos émotions ». Ça, c'est une erreur. Ça entraîne le mental de simplement penser à respirer. Donc, pour les enseignants, vous devez utiliser le mot ressentir pour le mental, car le but c'est de ressentir. Donc, respirez et ressentez la peur. Vous avez peur de quelque chose. Et ce n'est pas forcément une menace. Ça peut être à propos d'un changement, d'une perte.
Certains d'entre nous ont peur de devenir vieux. Ceux qui sont après les 30 ans, la trentaine, vous remarquez que votre santé n'est plus comme avant. On cultive cette peur que notre santé va devenir pire que maintenant. Beaucoup de mes étudiants rêvent de miracles, de guérison et les leçons de l'immortalité, motivés par cette peur car vous voyez que votre capacité physique se sont dégradées depuis la vingtaine ou la trentaine et on commence à rêver à une solution surnaturelle de juste pouvoir garder le feeling d'avoir 20 ans. Ce besoin de cette solution secrète, ce miracle, est motivé par la peur. C'est une peur la peur de perdre nos capacités physiques, nos habiletés physiques. La peur est un déni. C'est bâti par une force qui ne veut pas admettre que c'est de la peur. Donc, évidemment, ça va être difficile d'admettre que c'est de la peur. Peu importe ceux qui sont dans une quête de miracle, ils peuvent être sûrs qu'ils vont jamais la trouver si c'est motivé par la peur. La peur de vieillir, la peur de mourir, donc contempler. La peur refuse la situation actuelle. Elle refuse l'évolution. Elle refuse perdre quelque chose, perdre un proche, perdre notre santé. Donc prenez le temps de ressentir cette peur. La peur, ça va être une force dans l'abdomen. Et il y a une partie qui s'en va rapidement et une autre partie qui reste bloquée, qui reste accrochée. C'est normal. Donc prenez une respiration profonde et relaxez-vous. Tous les masques qu'on va apprendre, ce sont des sentiments. C'est pas que des masques de surface, c'est aussi ça va à l'intérieur. On les appelle les masques de l'ego comme une métaphore, comme si l'ego utilisait un masque. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont superficiels. Le masque est ce qui nous est montré. Le vrai masque de l'ego, c'est ce qu'on appelle un potentiel, une masse émotionnelle, comme de l'énergie, qui n'est pas superficielle, quelque chose de profond. Et cette masse d'énergie, c'est là où on ressent une lourdeur à l'intérieur. Ça demande du temps pour intégrer une émotion, un masque, un potentiel. Ça demande du temps de se focaliser dessus. Quand on observe un potentiel de l'ego consciemment,
qu'on appelle un masque, le potentiel de la peur, par exemple, dans ce cas-là, ça va prendre un certain moment de temps pour contempler le sentiment, une émotion, un déni, et ensuite, ça va se relâcher et ça va perdre de son pouvoir sur nous. Ces potentiels ne sont pas des masques. Ils ne sont pas superficiels. Ils sont ancrés en nous, enracinés. Et c'est ça qui remonte et qui nous font réagir sans aucun libre arbitre. Ces potentiels, comme par exemple la peur, parce que vont nous faire être en colère ou déçus, ou ils vont faire qu'on va réagir avec la réalité. La peur de vieillir est assez forte pour nous garder dans une quête de l'immortalité et pour des guérisons miraculeuses. Ça se peut que ça arrive ou pas, on va pas parler de ça pour le moment, mais ça nous cause de chasser un rêve. Ce n'est pas réaliste, c'est un déni. Ça fait qu'on refuse une situation quand elle arrive. Disons que quelqu'un que vous connaissez ne va plus faire partie de votre vie. Un ami qui va déménager, un proche qui va mourir. Le premier réflexe qu'on a, c'est non, c'est pas sérieux. De dire non, c'est pas sérieux, c'est une force qui dit oh mon Dieu, mon Dieu. Et le sentiment derrière, c'est je refuse. C'est un déni. C'est simplement une force qui dit non, je refuse. Donc ça va se passer. Comme si dénier une situation va changer quelque chose. Et on continue de dénier. Le réflexe, c'est simplement d'aller dans la tête quand il y a de la peur d'un changement, peur d'une perte ou peur de violence ou de souffrance. Non, je veux pas ça. Cette peur, ça a l'air que c'est simplement un réflexe dans la tête. Ah, il faut qu'on trouve une solution. Mais c'est un potentiel fort à l'intérieur. C'est un manque d'humilité. Il ne veut pas admettre de simples faits. Si vous pouvez changer une situation, si vous pouvez négocier avec les gens, c'est sage de le faire. Essayez, s'il vous plaît, essayez de changer. Mais la peur, ça n'a rien à voir avec une négociation prudente. Ça n'a rien à voir avec être sage. Simplement, ça refuse des faits évidents et va essayer de se battre. Donc, ce déni de refuser des situations qui sont en train de se passer, c'est pas le même sentiment que l'enfant qui a peur du monstre dans sa chambre. Donc, c'est pour ça qu'on va pas l'identifier comme une peur, parce que c'est pas une peur évidente. C'est une force qui refuse les faits et qui essaie de les éviter le plus possible.
Et c'est pour ça que ça prend du temps de le reconnaître comme une peur. Parce que on ressent pas ça comme une menace immédiate. Mais ça vient d'une peur de perdre quelque chose. La peur de perdre son image, perdre votre source d'amour, votre source de revenus, votre source de confort, c'est de la peur. Quand vous avez peur de perdre une source de peu importe ce que c'est, et ensuite c'est évident, et vous prenez le temps de digérer, et c'est trop tard, et vous l'aurez plus jamais. La peur reste. C'est la peur, je ne vais plus jamais avoir ça. Cette peur de plus jamais l'avoir. Ça, c'est la peur. Elle prend plusieurs formes. Prenez le temps de ressentir, d'être honnête avec vous-même et élargissez votre définition de la peur pour que vous puissiez apprécier, embrasser quand elle remonte à l'intérieur de vous. C'est un déni très riche. Donc, respirons à l'intérieur de lui et ressentons-le. Pour la pratique du jour, vous pouvez utiliser une situation particulière ou simplement une peur de général. Ça va marcher pour ce cours, pour le but du cours. Donc, ressentez-le. Soyez humble. Admettez que c'est une force qui opère à l'intérieur de vous. Admettez que c'est un potentiel. Ceux qui disent qui n'ont pas peur de rien, ils disent qu'ils n'ont pas peur du monstre sous le lit. Ils n'ont pas peur de menaces à l'école, de l'école. Mais une fois que vous élargissez votre définition de la peur, on va se battre pour ne jamais avoir à perdre quelque chose. La peur, c'est une grande motivation pour ce combat. C'est rempli d'attachement, d'avarice. Et la première chose qu'on va faire, c'est la dénier, refuser les faits qui se passent dans la vie, et on va aussi refuser de l'appeler de la peur. C'est pas de la peur, c'est juste j'ai pas envie de perdre. Voilà, c'est une force émotionnelle qui refuse. C'est un déni. Très bien. Bien. Prenez un moment pour simplement relaxer. Dans un cours d'intégration, il n'y aura pas assez de temps pour que vous dissolviez toute la peur. C'est une introduction au concept pour que vous puissiez l'embrasser, pour que vous ayez le temps de la découvrir. Ça vous permet de rentrer en contact avec votre peur, avec cette masse, avec ce potentiel.
Donc maintenant, on relaxe. Vous aurez besoin de vous entraîner par vous-même et d'observer cette peur à l'intérieur, de s'y habituer, que ce soit plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine. Et si vous avez des séances planifiées d'intégration pour observer des masques spécifiques, et ça ce que j'entends, c'est observer le potentiel. Le masque, c'est comment il se présente. Le potentiel de la peur, c'est l'énergie de peur. C'est la force qui peut nous faire des choses qu'on ne veut pas. C'est ce qui nous dérobe de notre libre arbitre. Il y a de la peur au plan émotionnel, au plan mental et dans votre animal. Commencez avec vos émotions. Plus tard, on étudiera les autres plans. Peut-être certains d'entre vous peuvent déjà le comprendre. On veut que vous soyez proche de votre peur. Soyez intime avec. Si vous êtes sur le point de mettre votre main dans le feu, la peur de la douleur va vous faire retirer votre main le plus vite possible. Donc, la peur est là pour prendre soin de votre corps. Donc, si vous pouvez être rejeté par un amant potentiel et que vous avez envie de séduire cet amant potentiel, la peur, c'est de ne pas avoir ce que vous désirez. La peur du rejet va simplement ne pas vouloir que vous souffriez. Donc, la peur va faire que vous n'oserez pas aller aborder cet amant potentiel. Donc, cette peur veut prendre soin de vous. La peur veut que vous empêchiez d'être blessé, d'avoir mal. Donc, c'est pourquoi la peur a aussi une sorte d'amour-propre à l'intérieur. C'est un déni, mais ce n'est pas mal. C'est simplement pas évolué. C'est un amour-propre pas évolué, un amour-propre immature. Donc c'est sage d'être en contact, d'être proche de votre peur. Soyez intime avec. Et ne succombez pas à son emprise, mais restez en contact profond avec votre peur. Et sachez que elle désire être une bonne chose, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est une contradiction. La peur vous dérobe de votre liberté. Ça vous bloque et ça vous rend isolé. Ça vous garde dans le drame, dans les fantaisies, dans les mensonges avec vous-même. Mais à la base, ce n'est pas mal. Elle veut simplement prendre soin de vous. Donc, soyez toujours proche d'un ami autant proche. Cool. Comme je viens d'utiliser la peur pour enseigner à propos des 3 dénis, on va maintenant faire une révision de la honte et l'orgueil. Peu importe la partie de la honte et de l'orgueil, la partie qui dénie, c'est la même mécanique de ce qu'on vient d'expliquer avec la peur. La honte
C'est bien sûr un déni. Parce qu'il dit, je ne veux pas que ça soit vrai. Dans ce cas-là, c'est à propos de vouloir garder secret des informations. C'est la peur de ne pas être aimé. Donc il y a la honte évidente de l'enfance où certains d'entre vous ont rêvé dans un rêve que vous étiez à l'école en pyjama ou nu. Et ça, c'est un type de rêve qu'on a quand on est enfant. Et c'est une honte de soi. Quand on est ado, quand les hormones montent, avec la sexualité commence à devenir quelque chose de présent, il y a tout qui est nouveau. Et personne ne va vraiment en parler. Et on a honte. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et on a peur d'adresser le sujet de la sexualité. Peut-être que vous avez fait quelque chose dans votre sexualité ou dans votre vie intime ou que vous avez honte. Vous avez essayé d'embrasser quelqu'un sans permission. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait, par exemple, quand j'étais ado. C'est là que j'ai découvert que ça, je ne devrais pas faire. Je devrais avoir la permission. On fait tous nos expériences avec la sexualité et on aura des hontes envers les autres car on a peur d'être jugé. La sexualité, c'est seulement un sujet. On a un besoin de se sentir accepté dans le monde. Et si on fait quelque chose contre les règles, on va se sentir honteux à propos de ça. Car peut-être d'autres vont nous juger. On sent qu'on est faux, qu'on a fait une erreur. Donc, ressentez ce sentiment de honte. Respirez à l'intérieur de votre honte et ressentez-la. Repensez à une honte que vous avez, n'importe quel sujet, que ce soit sexualité ou que ce soit une règle ou que ce soit un standard social ou le sentiment de ne pas être accepté, d'avoir des croyances spirituelles au milieu d'un groupe de chrétiens, d'adorer le sentiment de viande dans votre bouche et être entouré d'amis végétariens. Ça pourrait amener de la honte. Bien sûr, c'est un déni, mais vous ne l'admettrez pas. Vous direz, qu'ils aillent se faire foutre. Je suis libre, je fais ce que je veux. Mais la peur d'être jugé par eux, c'est une honte. On appelle ça une peur, mais derrière, c'est la honte. Je ne veux pas qu'ils gagnent une information à propos de moi, c'est privé, j'ai pas envie qu'ils me voient. Donc, la honte, c'est un déni où vous espérez que personne ne va l'apprendre. Quand la honte est assez forte, vous espérez même vous-même de pas l'apprendre. Non, essayons de se focaliser sur quelque chose d'autre. C'est jamais arrivé. On met dans le passé et on passe à autre chose. Le fait, c'est que vous avez honte. C'est un déni. Vous avez envie de l'effacer de votre mémoire. Et si vous n'avez pas embrassé votre honte, le potentiel est encore là en vous et il va agir. Il va remonter pour vouloir vous protéger. Il va nourrir le combat avec les autres.
Hey, c'est pas ton problème. Il va, il va produire un froid avec les autres. Toute honte que vous avez encore irrésolue à l'intérieur est une partie de vos murs avec le reste du monde. Et c'est toujours actif. C'est en permanence. Il opère en permanence. Il fait son job de se cacher, de se couper du monde. Donc, c'est plus que simplement un sentiment qui passe et qu'après on l'oublie. Ça devient votre motivation inconsciente. Ça devient une partie de votre machine à l'intérieur. Donc c'est sage de prendre soin de la honte. Peu importe quand vous portez attention de le ressentir, prenez le temps de la ressentir, cette force, elle va gentiment se dissoudre. Embrassez votre honte. Pardonnez-vous d'avoir essayé des choses dans votre vie. Peu importe ce dont vous avez honte. C'est pas quelque chose que vous avez désiré que ça se passe, mais ça s'est passé. Vous voulez simplement être vous-même, mais ça a causé d'autres personnes à vous juger et à ne pas vous aimer. Donc, maintenant, ça va se combiner avec la peur de ne pas être aimé, la honte de soi, la honte de vous-même. Vous l'avez eu souvent. Vous avez simplement besoin d'être honnête avec vous-même. C'est pas simplement ces hontes de l'enfance. C'est la honte de ce que vous êtes. La honte des expérimentations que vous avez faites. C'est simplement, vous avez fait de votre mieux ou vous ne saviez pas que quelque chose c'était pas correct et vous avez été jugé. Ça crée de la honte à l'intérieur. Donc vous n'avez jamais voulu faire du mal à personne. Mais il y a des gens qui ont été blessés ou vous-même par les jugements et la distance. Donc vous avez besoin de vous pardonner. Dans la honte, on a besoin de pardonner. On n'avait pas voulu blesser qui que ce soit, mais il y a eu quelques blessures. Vous aviez simplement envie de vivre, d'expérimenter. Vous ne réalisiez pas qu'une action était irrespectueuse ou illégale. Donc, vous avez une honte pour ces moments où vous étiez simplement en train de découvrir. À d'autres moments, ça peut être une honte de la colère. Il y avait de la colère et que vous avez dit ou fait des choses qui ont eu des conséquences encore plus graves. Donc vous avez eu une honte envers la violence. Vous avez une honte envers ces actions qui ont fait que vous avez été aimé moins. Tout le monde était en colère. Donc ça nourrit le drame. Donc la honte requiert du pardon. Comprendre que vous avez besoin de vous pardonner, que vous ne saviez pas quelque chose avant que vous l'ayez appris. Vous ne saviez pas, vous ne connaissiez pas les secrets de la vie avant qu'ils explosent dans votre tête, qu'ils explosent à la figure. Donc vous avez besoin de vous pardonner pour tout ce que vous ne saviez pas avant que vous l'appreniez. C'est simplement d'accepter le processus d'apprentissage naturel. Bien sûr, soyez prudent, soyez sage, ne faites pas les choses qui
provoque des problèmes. Apprenez à gérer votre colère et à respecter les autres. Mais cette honte requiert votre pardon. Pardonnez-vous le passé. Pardonnez ce que vous avez fait. Vous étiez simplement en train d'essayer de faire de votre mieux. J'espère que ça, c'est une bonne introduction à la honte. Le plus de temps vous passez à embrasser votre honte et de prendre le temps de la pardonner, de le pardonner, de plus ça va dissoudre ce potentiel de honte. Le plus vous êtes conscient de ce feeling, de cette émotion, de ce potentiel, le plus il va se dissoudre et le moins de force il aura sur vous. Et ça fait que vous allez récupérer votre libre arbitre. Donc ce processus d'intégration émotionnelle permet de récupérer une partie de nous. Voilà, c'était le cours sur la honte. Prenez une respiration profonde et relaxez. Bien. Quand j'ai enseigné à propos de la peur et la honte, je parlais des dénis. Donc maintenant que je vais parler de l'orgueil, ça va être très rapide, car une partie, c'est simplement la partie des dénis. Et je vous ai déjà enseigné la peur et la honte. Le fait qu'il y a une force qui refuse les faits, qui ne veut pas les regarder, qui n'embrasse pas la vérité. Et l'orgueil fait aussi ça. Donc maintenant, on va regarder l'orgueil. Ok, parlons de l'orgueil évident. Si quelqu'un suggère que vous avez fait quelque chose de mal, vous dites non. C'est la peur d'être rejeté, la honte de est-ce que j'ai fait quelque chose de faux. Et l'orgueil, c'est un masque de façade qui va dire non. C'est un déni pur et complet de dire non, c'est pas vrai, va chier. La défense pure. L'orgueil s'applique dans plein d'aspects. On n'aura pas le temps de voir tous les détails, donc on va parler en général. L'orgueil, c'est ce qui fait que vous avez envie d'avoir une bonne image. Parce que si vous n'avez pas une bonne image, vous n'allez pas être apprécié par les autres. Et vous avez envie d'éviter de perdre l'amour des autres. Donc l'orgueil, c'est une tension à l'intérieur qui dit « Aimez-moi ». À n'importe quel prix, aimez-moi. Vous avez besoin de... Il faut que vous continuez de m'aimer. Donc il y a une bonne... La partie orgueilleuse bonne qu'on appelle fierté, d'être fier de soi, ça c'est bien. Quand vous faites une bonne chose et vous êtes content, vous l'avez fait, vous êtes satisfait du résultat de votre travail et vous vous sentez bien à propos d'une action que vous avez faite, ça c'est un bon orgueil, on peut dire, c'est de la fierté. Il y a plusieurs mots. En français et en espagnol, il y a un autre mot. Donc ça c'est la fierté. Quand on projette cette fierté, ça devient de l'orgueil. C'est une mesure défensive de aimez-moi, aime-moi. C'est toi qui as tort. Tu as tort, tu m'aimes pas, tu as tort. Ça peut devenir agressif. Ce masque d'orgueil, essayez de le ressentir. Quand cette force remonte et vous êtes
simplement vous espérez tellement que l'autre aura des sentiments positifs envers vous. Et vous refusez que d'autres auront des sentiments négatifs envers vous. L'orgueil, c'est j'ai toujours l'air bien. J'ai l'air bien, donc tu peux pas me juger. Je suis bien. L'orgueil va vouloir se cacher, va vouloir cacher toutes les faiblesses que vous pourriez avoir. Ça, l'orgueil d'un guerrier, ça peut être une bonne chose, une fierté de faire son travail. Et ça peut devenir de l'orgueil quand il veut préserver son titre. Ah, je suis meilleur que toi, je suis plus fort que toi. L'orgueil, c'est condescendant. Afin de garder son niveau, elle va vouloir rendre les autres pires que vous. Ça amène la compétition de votre image dans la société. Ça va vous rendre, ça va faire que vous avez besoin d'avoir l'air plus beau qu'un autre. Vouloir avoir l'air bien, avoir l'air beau, ça peut être de l'orgueil ou de la fierté, mais dès qu'on a envie d'être mieux ou plus beau qu'un autre, vous voyez, la compétition, ça, c'est un déni. Ça, c'est la projection. C'est à propos d'autres, l'interaction avec les autres. Si quelqu'un au travail dit que vous avez fait quelque chose de faux, dépendamment de qui est-ce que vous êtes, ça se peut qu'il y ait de la honte qui va remonter. Oh non, j'ai fait quelque chose de faux. Ou l'orgueil. L'orgueil va seulement être le déni pur. Non, c'est pas moi. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça suffit. À la place d'observer les faits. Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ou de mal? Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que je peux évoluer? Simplement faire confiance à l'évolution. C'est sage d'utiliser les critiques comme des commentaires constructifs pour simplement s'améliorer. Mais votre orgueil va simplement refuser que vous pouvez grandir. Je suis déjà le meilleur. J'ai fait du mieux, j'ai fait du bien. Tu peux pas dire que j'ai fait faux. Du déni pur. Ça, c'est un exemple de comment ça pourrait se passer au travail, de simplement dénier. Maintenant, peut-être que dans vos activités sociales, si vous faites partie d'un club ou un groupe d'amis, si vous, par exemple, votre club de philosophie, le Mahajriya, si quelqu'un suggère que vous n'avez pas fait enseigner, vous n'avez pas fait une bonne intégration, peut-être quelqu'un suggère que votre point de vue n'est pas bon. L'orgueil va vous faire dire des choses stupides comme j'ai raison, ce que j'ai vu, c'est vrai, j'ai raison à propos de tout, toujours. Ça se peut que vous deveniez bon à quelque chose et d'être souvent avoir raison, mais l'orgueil va cacher ce fait qu'on peut toujours devenir meilleur. L'orgueil va vous faire croire que vous êtes le meilleur joueur de l'équipe. Il va vous faire croire que vous n'avez pas de faiblesse. Et ce qui est complètement ridicule. Parfois, vous savez que vous avez une faiblesse ou il y a une compétence que vous n'avez pas et vous avez prétendre que ce n'est pas le cas. Je vais donner un autre exemple. Au travail,
à votre travail, les gens, vos collègues disent des suggestions pour comment on peut faire quelque chose. Et vous donnez aussi votre suggestion. Et après ça, quelqu'un d'autre donne sa suggestion et leur idée est bien meilleure que la vôtre. But vous allez commencer à vous battre pour votre idée. Essayez de prouver aux autres qu'elle est meilleure juste parce que vous avez besoin d'être celui qui a apporté la meilleure idée. Vous avez besoin d'avoir cette reconnaissance du groupe. Vous avez besoin de cette valorisation que mon idée était la meilleure. Ça, c'est de l'orgueil. Et c'est tellement du déni que vous n'allez même pas admettre que l'idée de l'autre était meilleure. Elle était ça coûtait moins cher, on aurait pu arriver à l'objectif plus rapidement. Et l'orgueil va faire que vous allez défendre votre point de vue. Votre orgueil va vous faire défendre votre parti politique, même quand vous réalisez que des idées du parti politique adverse sont meilleures. Votre orgueil va faire que vous allez défendre votre religion, même si vous voyez qu'il y a des gens dans d'autres religions qui ont l'air plus heureux ou plus fonctionnels socialement. Par exemple, les chrétiens qui jugent les bouddhistes en disant que les bouddhistes iront en enfer. Parce que les chrétiens croient qu'ils ont besoin qu'ils seront sauvés par le Christ. Et les bouddhistes, simplement, n'ont pas besoin d'être sauvés s'ils ne sont pas des victimes. L'orgueil va nous faire que l'on se défend. Et ce qui fait qu'on a besoin d'être le meilleur à tout le temps. Parfois c'est évident, parfois c'est tellement subtil qu'on ne le voit pas. Donc ça requiert de l'humilité, d'admettre mentalement, mais aussi de ressentir dans votre abdomen et dans votre cœur. Est-ce que je suis en train de me défendre là? Je me défends d'une menace qui n'est pas réelle. Est-ce que j'ai peur de perdre du prestige si j'ai tort? Est-ce que je suis en train d'être un trou du cul en ce moment? L'orgueil, c'est pas simplement une décision dans votre tête. Ah, je veux simplement avoir l'air plus beau. Non, l'orgueil, c'est une force qu'on ressent qui nous pousse à ignorer les faits, présenter une façade et qui se bat de mental à mental. Au final, ça pourrait même arriver à une bataille physique, un combat physique. Espérons que ça n'arrive pas là. Ça prend de l'humilité, ça demande de l'humilité d'accepter que l'orgueil amène plus de souffrance et que c'est contre-productif et ça nous permet pas de voir quelle est la meilleure solution. Ça nous permet pas de voir quelle est la meilleure façon de faire les choses, de ressentir à l'intérieur, de voir les choses. L'orgueil nous isole dans un mensonge en espérant qu'on soit plus aimé. Et ensuite, on devient irrité par les autres et au final, on sera moins aimé. Ça demande de l'humilité, d'admettre qu'on est en train de se battre dans notre mental contre la vérité, contre les faits. Quand on n'a même pas envie de prendre le temps de considérer qu'est-ce que les autres disent, juste
parce qu'il y a une chance qu'on ait tort. L'orgueil refuse le fait qu'on puisse avoir tort. Donc elle va ignorer les faits. Donc c'est important d'être humble avec soi-même. Qu'est-ce que je suis en train de protéger en ce moment? Mon image, mon amour, ma peur de la solitude. Quelle est ma motivation? Qu'est-ce que je suis en train de protéger? Le plus de peine d'amour qu'on a eu dans la vie, le plus on aura d'orgueil. Parce qu'on va essayer de se protéger d'une autre peine d'amour. L'orgueil va monter. C'est simplement une force qui va vouloir dénier les faits pour pouvoir rester dans l'élite, rester le meilleur, celui qui a l'air d'être le meilleur, celui que tout le monde aime. Et ce mur va garder les autres, va rendre les gens autour de vous plus distants et va vous causer plus d'irritation. Et le résultat est que au final, on finit avec plus de souffrance. Cette souffrance qu'on a essayé d'éviter en la déniant. Prenez une respiration profonde et relaxez. Vous aurez besoin de travailler sur votre orgueil par vous-même. Vous aurez besoin de travailler sur votre peur et votre honte et votre orgueil. Donc, entraînez-vous à l'humilité, au pardon et à embrasser la vérité. Donc, entraînez-vous. Observez ces dénis jusqu'au prochain cours sur les émotions. Ça va vous aider à pouvoir ressentir ces potentiels à l'intérieur. Le plus vous embrassez ces dénis, le moins de pouvoir ils ont sur vous. Et le meilleur vous allez ressentir, le plus de liberté vous allez ressentir. Vous allez avoir moins de sentiments d'être dans une cage dans votre vie. Il y aura moins d'orgueil. Vous serez plus disponible de voir comment est-ce que vous pouvez contribuer dans ce monde et comment le monde peut contribuer sur vous et maintenir de bonnes relations avec les gens. Les dénis font qu'on devient ennuyant pour les autres et ça nous rend arrogants. Personne aime avoir quelqu'un plein de déni en face de soi, toujours en train de se cacher avec la honte, toujours défensif avec l'orgueil. Personne n'aime ça. Et malgré tout, c'est comme ça qu'on est. Ces dénis remontent. Donc, travaillez-y. Devenez meilleur à vous reconnaître et pardonnez-vous. Prenez de longues périodes de temps pour ressentir ces forces à l'intérieur. Et le plus vous prenez le temps de les embrasser, le plus elles vont se dissoudre et arrêter de remonter. Seulement par contempler ces potentiels consciemment, ils vont se dissoudre. C'est la seule façon de dissoudre ces potentiels. De les ressentir, de les embrasser, de les admettre. Et une fois que cette humilité a ouvert le chemin, on doit rester là et ressentir dans un état de pardon. Prendre le temps d'embrasser la souffrance. Et cette souffrance, cette douleur va être dissoute doucement, gentiment. Merci d'avoir été là. On se voit à la prochaine cours.